Alors j'invite maintenant Guy Saiz à me rejoindre. Guy, bonjour, vous êtes le premier grand témoin. Bonjour. Alors, quand nous avons préparé votre intervention, Guy, vous m'avez dit, au fond, si on regarde le monde du spectacle et de la culture avec des lunettes de 1970, on pourrait avoir l'impression que rien ne bouge. Mais si on regarde ce monde avec des lunettes de 2020, on voit des choses tout à fait passionnantes. Exactement, c'est effectivement la période de temps qui finalement nous sépare des débuts de la politique culturelle et puis peut-être la façon dont nous pouvons imaginer la France en 2020, peut-être même 2030, qui sera au cœur de mon propos. Je remercie d'abord Nicolas Marc et Yves Mathieu pour à la fois me donner l'occasion de faire quelque chose qui est totalement inédit pour moi et de m'avoir quand même beaucoup aidé dans la construction de cette intervention. Alors, bien sûr, si nous devons, de manière assez prospective, envisager les grands enjeux qui attendent les politiques culturelles aujourd'hui et demain, il faut quand même essayer de donner un certain nombre d'indications sur les formes de déstructuration qui sont actuellement à l'œuvre et qui ont commencé déjà depuis un certain nombre d'années, mais qui sont actuellement à l'œuvre. Alors, ces déstructurations, on peut les voir sur le plan sociologique comme étant des éléments qui mettent en difficulté ou qui déséquilibrent l'organisation, la structure des politiques culturelles telles que nous les avons connues depuis l'origine. Je ne voudrais pas trop insister sur chacune d'entre elles, mais prenons par exemple la question de la désynchronisation. J'entends par là le fait que aujourd'hui, il n'y a plus de saison. Je veux dire, il n'y a plus de saison culturelle. Il y a des temporalités d'expression de la culture, des temporalités d'organisation des activités culturelles qui, aujourd'hui, dépassent la saison, octobre, mai, dépassent la sortie hebdomadaire ou la sortie nocturne de la journée. Toutes ces temporalités sont remises en question et cela déstabilise énormément la manière dont on construit les politiques culturelles. De la même façon, si je parle de déterritorialisation, je veux dire en gros que la culture n'est plus forcément dans ces lieux. Elle est hors les murs. Elle est d'une certaine manière partout dans l'espace. Il n'y a pas aujourd'hui un morceau, un pouce d'espace qui puisse ne pas être culturel, pour autant qu'il y ait des entrepreneurs de culture pour s'en saisir et transformer cet espace, y compris des espaces les plus anodins ou les plus improbables, on l'a vu d'ailleurs avec la question des friches, en lieu culturel. Donc ces deux éléments-là sont, à mon avis, des éléments qui reconstruisent les politiques culturelles et qui obligent à trouver de nouvelles façons de faire, de nouvelles normes, etc. Je ne m'appesantirai pas non plus sur un certain nombre de changements qui sont intervenus dans le modèle culturel de la société. Nous savons aujourd'hui, nous l'éprouvons peut-être, qu'il y a une crise de l'autorité culturelle, au sens où les détenteurs de capital culturel, qui auparavant pouvaient se légitimer à la fois socialement et politiquement par cette détention de capital culturel, sont aujourd'hui énormément concurrencés par ceux qui détiennent évidemment le pouvoir économique, ce n'est pas nouveau, mais aussi par d'autres capitaux très importants, le capital technologique, scientifique ou le capital médiatique. Et donc il y a une sorte de crise de cette autorité culturelle dans le pays. Face à cette crise, il y a aussi des nouvelles tendances, des nouvelles manières dont la société s'organise. Par exemple, avec le numérique, nous voyons bien apparaître une série d'expressions, on parle d'ailleurs d'un expressivisme, d'expressions qui s'affranchissent, je dirais, des règles de l'art. Et il y a une prolifération extraordinaire de ces expressions dans l'espace public qui ne sont pas régulées actuellement,
qui ne sont pas régulés par justement des canons artistiques ou des règles de l'art. Cela produit à la fois une spectaculaire, extraordinaire floraison de propositions artistiques, d'innovations artistiques, et en même temps un grand sentiment d'insécurité de la part d'un certain nombre de groupes sociaux. On y a fait allusion tout à l'heure. Donc voilà ces grands changements sur le plan sociologique ou anthropologique, mais il y a aussi un changement sur le plan de l'action publique culturelle. Et aujourd'hui, nous avons effectivement une gouvernance de la culture qui est polarisée par les villes, par les grandes villes. C'est ce que j'appelle le phénomène de métropolisation et ce que j'appelle le tournant culturel des métropoles. Les métropoles sont en train de se saisir de la fabrication de la culture. Vous me direz, quoi de neuf? La ville a toujours été, par le passé, un lieu de création culturelle. Oui, mais à travers le temps, nous avons innové, nous avons trouvé des formes d'organisation de la culture qui ont créé, par exemple, une culture nationale, qui ont favorisé des cohésions sociales, etc., avec la montée des États. Nous sommes aujourd'hui, au contraire, dans une situation où ce sont les villes qui arrivent à concentrer sur elles les financements, qui arrivent à déterminer les filières nouvelles de fonctionnement, qui peuvent dialoguer avec les pouvoirs privés, notamment les industries culturelles, mais à condition évidemment d'être des grandes villes, d'être des métropoles. Je pense qu'il y a un accord de tous sur le fait que la métropolisation, à travers la circulation des flux financiers, des flux humains, des flux économiques et des flux culturels, est en train de recomposer complètement le paysage. Alors, à quelles conditions ce paysage peut-il être recomposé et quelles sont les stratégies qui, à mon sens, vont pouvoir devenir des options pour les responsables politiques, pour les acteurs culturels et éventuellement aussi pour les citoyens? Eh bien, dans mon schéma, il y a quelque chose comme 3 villes qui sont en train de se dessiner. 3 villes différentes qui sont en train de recomposer le champ culturel. La première de ces villes, on pourrait dire, c'est la ville créative, c'est la ville du prestige, c'est la ville des grands artistes, c'est la ville des gestes architecturaux magnifiques, c'est la ville pour une élite, on parle de créative. C'est une ville qui séduit énormément beaucoup d'élus locaux, parce qu'ils ont l'impression que c'est la ville qui va leur apporter de l'attractivité, qui peut leur apporter de nouveaux emplois, apporter de nouvelles couches sociales qui seront le fer de lance de nouveaux modèles d'action, de nouveaux modèles de comportement culturel. Cette ville créative, elle est aussi, d'une certaine façon, l'effet, le produit de la compétition interville qui se joue dans le monde et donc à laquelle répondent des stratégies de marketing urbain ou des stratégies de branding culturel, c'est-à-dire effectivement de transformation des villes en marques ou de transformation des grands artistes de la ville en marques, porteurs, emblèmes de ces villes. C'est en même temps une ville effrayante. C'est une ville effrayante parce qu'elle ne s'adresse qu'à une petite portion de la population. Et c'est la raison pour laquelle la deuxième stratégie qui est offerte, la deuxième option qui est sur la table, c'est de mieux construire la ville participative, la ville civique. Alors, est-ce que c'est en complément? Est-ce que c'est en compensation? Est-ce que c'est en articulation? Et comment cette articulation se fait? Voilà une première énigme. La ville participative, c'est la ville où l'on reconnaît l'existence de la société civile, où on lui donne la parole, où on permet à cette société civile d'exprimer sur le plan culturel sa diversité. C'est effectivement une grande question de savoir ou d'observer que la gestion de la diversité
se fait beaucoup mieux et beaucoup plus au niveau des villes qu'elle ne peut se faire dans une politique nationale. La France a, de ce point de vue, donné un exemple désastreux. Mais les autres pays qui avaient d'autres options, comme par exemple le multiculturalisme au Canada, en Angleterre, en Grande-Bretagne ou même en Hollande, ces grands pays aussi se posent la question aujourd'hui des limites de leur système de gestion culturelle. En revanche, si on observe ce qui se fait, si on observe les dynamiques locales, alors on peut voir au contraire une participation à l'œuvre, on peut voir une diversité qui peut s'exprimer. Enfin, la dernière option, c'est celle de la ville interculturelle. Alors là, j'aurais peut-être une conception de l'interculturalité un peu différente de la plupart de mes collègues. Pour moi, l'interculturalité, ce n'est pas simplement la rencontre entre la culture française, avec des guillemets, d'ailleurs celle-ci est déjà une rencontre, avec d'autres cultures qui viennent du monde musulman, du Sahel, de la Chine ou de l'Amérique latine. C'est aussi ce qu'on appelle aujourd'hui l'omnivorisme, c'est-à-dire la déstructuration des comportements culturels et des appétences culturelles de chacun d'entre nous. Nous sommes devenus plus ou moins des omnivores. Nous ne sommes plus simplement liés à une forme de culture. Nous sommes capables aujourd'hui d'apprécier à la fois la culture de l'élite, la culture de divertissement, la culture populaire et la culture savante. Nous travaillons, nous jouons, nous nous promenons à travers des postulations culturelles extrêmement diverses. Et nous arrivons à les combiner dans notre vie quotidienne. La ville créative, la ville globale, c'est celle qui va pouvoir associer ces différentes postulations. Mais c'est aussi une ville qui s'est échangée. C'est une ville qui est dans la globalisation, on l'a dit, c'est-à-dire une ville qui est capable d'échanger avec l'extérieur et d'être hospitalière. Une ville hospitalière, une ville qui construit la rencontre avec l'autre, qui accueille l'autre. C'est vrai, c'est beaucoup plus facile d'accueillir un post-doctorant ou un chef d'entreprise en visite ou une équipe de techniciens que des migrants qui viennent du Sahel. C'est vrai. N'empêche qu'il faut aussi se poser cette question de savoir comment une ville devient effectivement une ville interculturelle. Et cette ville interculturelle, c'est aussi celle qui va aller chercher sur le plan international des labels internationaux. Les labels nationaux, tout le monde les connaît. Mais il y a aujourd'hui, et de plus en plus, il y aura demain, des labels internationaux qui vont servir de classement entre les grandes villes. Et de ce point de vue, les villes doivent être des acteurs de la mondialisation. Elles ne doivent pas attendre une médiation de la part de l'État, par exemple. Sur ce point-là, ça n'est pas possible. Il faut qu'elles soient exactement en ligne pour se battre dans la compétition qui est celle des labels internationaux. Donc voilà les trois options qui s'offrent aux acteurs culturels. Tout dépendra maintenant de la façon dont ils vont s'en saisir, de la façon dont ils vont créer les passerelles, les articulations, les ponts entre ces trois villes. S'ils ne le font pas, alors nous courons le risque que les métropoles de demain soient encore plus segmentées que les villes d'aujourd'hui, qu'elles soient encore plus fragmentées socio-professionnellement, qu'elles soient encore plus dissociées sur le plan spatial et qu'elles ne communiquent pas sur le plan culturel. Donc, il y a là, me semble-t-il, une responsabilité particulière des milieux de la culture d'organiser, de structurer, de fédérer cette nouvelle métropole culturelle, de lui donner un sens et de lui donner une identité. On a tout à l'heure parlé de ferveur. Oui, il faudra de l'ardeur et de la ferveur, et pas de nostalgie. Parce que la nostalgie, ça n'est que de la ferveur retombée. De la ferveur pour construire ces villes, pour leur donner une identité. Et à chaque fois, les combinaisons que vous réaliserez entre ces trois options, avec la construction d'une action publique nouvelle, transversale, territoriale, partenariale, eh bien, à chaque fois,
ces combinaisons que vous ferez seront l'amorce de l'identité de ces nouvelles métropoles. Je vous remercie. Guy Saez, merci. Alors, qui a les clés de ces modèles et de la construction de cette ville? Alors, moi, il me semble que personne ne les a en propre. Celui qui les détient, c'est en fait un système de coopération. S'il n'y a pas de coopération entre le public et le privé, s'il n'y a pas de coopération entre les formes culturelles qui sont des formes autonomes et puis les formes plus hétéronomes dont on a parlé tout à l'heure, par exemple de développement local, s'il n'y a pas de relation entre la culture et la science, s'il n'y a pas de relation entre la culture et l'écologie, ou les tendances à l'écologie, alors là, nous manquerons effectivement de ce lien. Alors, bien entendu, la coopération est la base de toute action collective. Il me semble que, de ce point de vue, les élus ont compris un certain nombre de choses. Il a été fait allusion à l'initiative de la région Pays de Loire. Moi, je la trouve excellente. Je ne dis pas ça parce que nous sommes... Le pacte. Voilà, parce que nous sommes... non, ce qui était la commission consultative sur la culture. Je ne dis pas ça parce que nous sommes à Nantes, mais je trouve que ça, c'est une expérience très intéressante et qui pose aussi la question de la relation entre le phénomène de métropolisation que j'ai indiqué et les tendances à la régionalisation. Et il me semble qu'il va y avoir un partage à organiser, il n'est pas organisé encore, hein, un partage à organiser entre la métropolisation comme élément de production et de diffusion de la culture et la régionalisation comme élément de coopération, de structuration notamment des professionnels, des milieux professionnels. Là, il y a un vrai travail. Et vous pensez qu'il y a un risque de rester en dehors de ce modèle de la ville créative, civique, globale? Moi, je pense qu'il y a un risque si on se contente de laisser les phénomènes aller. Le phénomène de la ville créative, on en parle beaucoup parce que c'est un phénomène très médiatique. Personne ne parle de la ville participative. Ça se fait à bas bruit. On dirait que ça n'existe pas. Or, bien entendu, ça existe, ça a une réalité et c'est constitutif de l'identité d'une ville. On en parlera demain avec Chantal et avec Robin. Absolument. Un vœu pour terminer? C'est le début de ces bis. Alors moi, ce que j'espère, c'est que la ferveur dont Nicolas Marc a fait état tout à l'heure et ce que j'ai repris à mon compte, eh bien, soit ce qui anime ces travaux pendant 2 jours. Et je souhaite donc des travaux très féconds à cette assemblée. Merci Guy. La conversation continue avec vous. Vous restez avec nous.